Emmanuel Macron consistait à dire que lorsque l'on a une attribution d'action gratuite, le produit de cession serait également traité comme une plus-value et comme une plus-value sur l'immobilière. Et en matière de plus-value sur l'immobilière, vous savez que c'est un taux progressif, mais avec des abattements qui peuvent être importants, puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 85% ou 65%. Ce dispositif n'est pas radicalement changé. Simplement, le législateur a considéré que le gain d'acquisition, si ce gain d'acquisition est supérieur à 300 000 €, il ne sera pas traité comme une plus-value, mais il sera traité comme un traitement SAR. Autrement dit, il n'aura pas d'abattement. Ce n'est pas dramatique. Je prends un exemple. On m'a remis des actions à titre gratuit pour 200 000 €, je les vends pour 600 000, eh bien, mes 600 000 sont qualifiés plus-value sur valeur mobilière. Après, je regarderai mon durée de détention. Si on me remet des actions gratuites qui valent 400 000 €, que je les vends 600 000, j'aurai 100 000 € de traitement et salaire et 500 000 € de plus-value. Ce n'est pas dramatique. Ça s'applique aux décisions prises à compter du 1er janvier 2017. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un rappel, c'est que si on requalifie ce revenu, il n'est requalifié qu'au moment de la vente. Ce n'est pas au moment de la remise gratuite qu'on va taxer les 100 000 de traitement salaire. J'espère que chacun d'entre vous a compris. Donc, au moment de la vente, je vais avoir une partie traitement et salaire et une partie plus-value. Et ces deux revenus supportent des prélèvements sociaux, mais pas de même nature. Des prélèvements sociaux sur le traitement des salaires, qui en principe sont retenus à la source, et des prélèvements sociaux sur le revenu du patrimoine, sur les plus-values qui sont retenus dans le cadre de la déclaration. C'est-à-dire qu'il est prévu que ces prélèvements sociaux sur traitement des salaires soient retenus dans le cadre de la déclaration de revenus, comme en matière de prélèvement sur le revenu des valeurs mobiles. Ça, c'est la première disposition. Au-delà, les entreprises qui font ces attributions d'actions gratuites, qui avaient un taux de prélèvement de 20%, ce taux de prélèvement est porté à 30%, que ce soit des salaires ou pas des salaires, c'est 30%, c'est une affaire particulière. Évidemment, ça peut changer, comme je disais tout à l'heure. Alors, deuxième texte rapide, c'est un texte concernant le régime fiscal des impatriés, qui, vous savez que les impatriés ont quelques avantages. Ils sont pas imposables sur la prime d'impatriation, c'est-à-dire sur le fait qu'ils aient des rémunérations qui restent en impatriation qui sont plus élevées. Ils ont des avantages concernant la prise en compte des avantages en nature particulièrement spécifiés, évalués de manière spécifique. Ils ont des avantages en ce qui concerne la possibilité de déduire une pas imposée des cotisations qu'ils versent dans leur pays d'origine. Les impatriés, ce sont des salariés en général, de grands groupes qui sont envoyés par leur maison, mère aussi, dans un autre pays, notamment en France. Alors le régime, très rapidement, il a été modifié en disant que les avantages qui étaient pour l'heure octroyés pendant une période qui était de 5 années étaient aujourd'hui octroyés sur une période de 8 années. Comme ce sont en général des salariés qui travaillent dans les banques, puisque ce texte il est né à partir du mois de juillet 2016, et que s'est-il passé au mois de juillet 2016, il s'est passé un peu avant le Brexit. Et on a considéré que peut-être les Britanniques allaient nous envahir à partir du Brexit, et donc on les a attirés, aguichés par ce régime en disant vous aurez 8 ans d'exo au lieu de 5 ans. On aurait pu attendre 5 ans pour savoir si on pouvait rallonger 3, et non. Donc ça c'était. Par contre, en parallèle, c'est que les organismes, les banques, sont exonérés de taxes sur les salaires, sur ces rémunérations des impôts. Ensuite, vous avez les revenus fonciers. Alors sur les revenus fonciers, première disposition, les nus propriétaires qui jusqu'à ce jour avaient la possibilité de déduire 25 000 € de leur revenu global,
parce qu'ils ne percevaient pas évidemment les loyers, puisqu'ils ne sont pas propriétaires, cette disposition est supprimée à compter du 1er janvier 2017. Conséquence, si je suis nu propriétaire et que je supporte des travaux, ou bien l'immeuble est donné en location, et moi-même, par ailleurs, j'ai d'autres revenus fonciers, je pourrais déduire les travaux que j'ai supportés de ma déclaration propre de revenus fonciers. Si par contre, je n'ai pas d'autres revenus fonciers, ces travaux sont déductibles de rien du tout. Et deuxièmement, si l'immeuble n'est pas donné en location, dans le cas où l'usufruitier occupe le bien, eh bien, les travaux ne sont déductibles de rien du tout. Deuxièmement, vous avez l'exonération, je passe, c'est une exonération de revenus fonciers sur les sociétés civiles qui sont constituées pour permettre à des locataires de l'appartement d'HLM de devenir propriétaires. Il fallait adapter le régime fiscal. Et puis vous avez une mise en location des logements anciens, un nouveau régime qui s'appelle le régime des logements sociaux COS. C'est ma troisième Emmanuel. Je n'en dirai pas plus. Et sur le logement COS, c'est une autre affaire. C'est une déduction des revenus fonciers pour les logements qui sont donnés en location dans le cadre de conventionnement. Quand il s'agit de conventions, c'est-à-dire intermédiaires, on aura une déduction de 30%. Quand on aura une convention logement social, on aura une déduction de 70%. Et quand on a une convention conclue pour les locataires qui sont des personnes en difficulté, on aura une déduction de 85%. C'est la suite du bon lot aménagé. Et puis vous avez un aménagement de la réduction d'impôt Malraux, peut-être que j'aurais dû mettre ça dans la réduction d'impôt, ça aurait été mieux à sa place, mais en définitive c'est quand même de l'allocation. Et pour la réduction d'impôt Malraux, la modification c'est d'une part de recadrer les lieux où cette réduction est susceptible d'être appliquée, c'est-à-dire les sites patrimoniaux remarquables, c'est parce qu'on a créé une loi où on a défini ces sites patrimoniaux remarquables, et surtout, c'est qu'on a fait que la déduction, l'assiette de la réduction d'impôt qui était de 100 000 € est remplacée par un plafond pluriannuel de 400 000 €. Voilà ce que l'on peut dire sur ce revenu. Les bénéfices agricoles, ce n'est pas évident que j'en parle trop longtemps, même si chacun d'entre nous peut en avoir. On a rappelé l'année dernière qu'il y a un BA, un micro-BA, qui remplace le forfait agricole. Et le SATER a précisé qu'on pouvait avoir un micro-BA tout en ayant des revenus de la catégorie BIC et BNC. Ensuite, on a indiqué que ce micro-BA pouvait s'appliquer dans les activités caisses de préparation d'entraînement des chevaux. Ce qui est sans doute le plus intéressant pour vous, mais qui n'est pas dans la loi de finances, mais dans la loi Sapin 2, vous avez le régime du micro. Le régime du micro qui est applicable à l'EURL. Or, pour l'heure, c'était un micro uniquement applicable à l'entreprise individuelle. Et d'autre part, vous avez la durée de l'option pour le réel quand vous êtes au micro. La durée d'option, c'était en principe 2 ans et reconduction tacite. Avec 2 ans de reconduction tacite, je vous affirme que vous n'êtes jamais sûr de savoir à quelle date vous pouvez ou pas opter. Donc là, on a un régime très simple. C'est une option qui est une option annuelle. Donc, on peut s'interrompre quand on veut. Et puis, nous arrivons dans une catégorie de textes qui nous intéresse davantage. Peut-être que celui-ci, pas tout à fait. Mais après, je vais vous parler des questions des plus-values, notamment des plus hauts reports d'imposition. En ce qui concerne le compte de PME et de l'ASSO, pour celles et ceux qui vont regarder le Francis Lefebvre, il y a à peu près 4 ou 5 pages d'explications, tout à fait compliquées à comprendre, il faut toujours essayer de voir l'objectif et les cas d'imposition. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous avez des entrepreneurs qui ont une participation significative et une fonction dans une société, soit ils ont plus de 25%, soit ils ont 10% des exercent des fonctions de direction, ce sont des entrepreneurs. Ils ont créé une société.
cette société, ils vont la vendre. Et quand ils vont la vendre, ils vont vendre les titres, et normalement, ils supportent des plus-values. Quelquefois, ils la vendent très vite, parce que ce sont des startups. Et quelquefois, ils ont des plus-values très importantes. Et donc, on met en place le compte PME Innovation pour dire quoi? Pour dire, si vous voulez réinvestir le prix de cession de votre entreprise dans laquelle vous exerciez déjà des fonctions et qui était une entreprise PME, une entreprise jeune, et que vous voulez réinvestir dans une autre entreprise qui sera jeune, de moins de 7 ans, de moins de 10 ans, et dans laquelle vous voudrez bien l'accompagner dans son développement, soit parce que vous serez associé et dirigeant, soit parce que vous aurez conclu avec elle un contrat d'accompagnement, à ce moment-là, la plus-value de cession de la première ne sera pas imposable avant que vous utilisiez les liquidités de cette cession. Et si vous avez réinvesti la totalité dans une autre activité, eh bien ça veut dire qu'on n'aura pas d'imposition avant la vente de la deuxième société. Simplement, ça fonctionne un peu comme un faux PEA. Un faux PEA parce que, précisément, il faut avoir une participation forte, une fonction. Mais, et pour les plus-values, par contre, les dividendes qui seraient perçus dans le compte PME Innovation seraient imposables par le titulaire de ce compte. Voilà, c'est une mesure qui ne va pas concerner sans doute énormément de personnes, parce qu'on a déjà un dispositif qui est assez simple. Pour nous, c'est celui des apports à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et si je veux vendre une entreprise pour réinvestir dans une autre, c'est pas très compliqué. Il suffit que j'apporte une société holding et que la société holding vende des titres pour réinvestir le prix de cession dans une autre entreprise. On voit bien que cette question, pour un bon nombre de sociétés, n'est pas indispensable. Alors précisément, j'en arrive à cette question des plus-values d'apport, puisque dans la doctrine certificative, il y a beaucoup de particularités qui sont retenues. Un petit rappel rapide. Il arrive assez couramment qu'on fasse des apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés pour bénéficier d'un retard d'imposition. Ça s'appelle le 150 0 BTR, qu'on a appelé apport cession, et pour lequel vous bénéficiez d'un report d'imposition à condition que vous contrôliez la société auquel vous faites l'apport, ça c'est assez simple, et à condition, si soult il y a, que la soult n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'apport. La première difficulté qu'il faut avoir, du moins la première surveillance à exercer, c'est de bien calculer, si vous retenez une soult, bien calculer le montant de celle-ci. Ce n'est pas 10% de l'apport, c'est 10% de l'apport moins la soult. Et quand on fait l'erreur pour dire j'ai apporté pour 1 million, j'ai une soult de 100 000, j'ai reçu des titres pour 900 000, 100 000 ça excède 10% de 900 000, par conséquent le report n'est pas possible. Et si le report n'est pas possible, on vous demande immédiatement le paiement de l'impôt, ce que je viens d'écrire dans l'objet d'une décision de la Cour administrative de Nancy du mois de mai 2016, où le contribuable s'était trompé dans le calcul. Et il dit tant pis, vous êtes trompé, les conditions ne sont pas remplies, vous payez. Je rappelle que dans ce montage, personne n'a d'argent pour payer. Donc, si le contribuable n'a pas d'argent, il va demander au conseil. Si le conseil n'a pas d'argent, il va demander à son assurance. C'est classique. Alors, la deuxième question, c'est celle de la soult. La soult, on en avait déjà parlé. Quand l'administration a commenté son texte, elle a dit qu'elle était susceptible de mettre en œuvre l'abus de droit fiscal, c'est de constater que la soult de 10%, qui était une somme non imposable, est disponible. Eh bien, si on ne pouvait pas justifier de l'intérêt de la société de voir constater cette soult, elle pouvait mettre en cause l'abus de droit. Elle a d'ailleurs fait une petite fiche au mois de juillet dernier, dans laquelle elle explique que l'abus de soult pourrait être un abus de droit. Et elle dit, pour les contribuables qui sont dans cette situation, ils doivent se rapprocher de leur service des impôts
Quand vous regardez la suite du texte, il n'y a rien. Donc on ne vous dit pas ce que fera le CNV des impôts. Je vais vous le dire. On va vous imposer la soulte, et au lieu de mettre 80% d'abus de droit, il dira que vous êtes venu, vous n'aurez que 10% d'intérêt de retard ou 20. Vous n'avez pas le taux. C'est ça là. Et puis, entre-temps, sur certaines affaires, l'administration mettant en cause l'abus de droit, des premières affaires vont sortir, d'ailleurs certaines ont déjà été tranchées par le comité. Mais vous savez bien, il y a tellement de cas d'apport avec Soult qui se sont déroulés depuis plusieurs années qu'on ne peut pas traiter, on ne pouvait pas traiter ce sujet uniquement par l'instruction administrative et la fiche de fraude. Et ce qui se passe dans la loi de finances rectificative, c'est très simple, d'ailleurs vous l'avez annoncé pour ceux qui me suivaient au niveau fiscal, eh bien le législateur a décidé que désormais la soulte est imposable au titre de l'année de l'échange d'éthique. Et que par conséquent, il y a toujours le report de la plus-value, mais il n'y a pas de génération d'impôt de la soulte. En clair, il n'y aura plus de soulte, du moins pour des raisons fiscales dans les opérations d'apport cession et d'apport avec sursis d'imposition. Ça, c'est les premiers sujets. Ensuite, il y a des précisions qui sont apportées dans le domaine sur la notion d'investissement. Vous savez, quand on fait un apport à une société qui va revendre les titres qu'on lui a apportés dans les 3 ans d'apport, elle doit réinvestir dans les 2 ans dans un investissement économique au moins 50% du prix de cession. 2 précisions. La première, c'est en cas de complément de prix. Il faut réinvestir aussi 50% du complément de prix. Et dans quel délai? Dans le délai de 2 ans. Je traduis, attention. J'ai vendu des titres pour... j'ai apporté des titres pour 1 million. On les a vendus, la société holding les a vendus pour 1 million. Donc le prix de cession, c'est 1 million. Normalement, ma plus-value et le report est supprimé. Sauf que je décide de réinvestir dans les 2 ans au moins 500 000. Je réinvestis 700 000 dans un investissement économique. Et je reçois plus tard 100 000 euros de complément de prix. Je n'ai pas de problème. Puisque j'ai 1 million 100, j'ai investi 700 000, donc j'ai investi plus de 50% du prix de cession. Si par contre je fais 1 million et j'ai investi 500 000, juste 500 000, et que je reçois dans plus tard un complément de prix de 100 000, je suis obligé de réinvestir 50 000 au moins, et dans quel délai? Dans les 2 ans, c'est une précision qui n'avait pas été apportée. Deuxième précision, qu'est-ce que la nature d'un investissement économique? Alors, on ne fait pas de modification substantielle, simplement, il y a une idée qui, l'administration avait dit, il faut que l'argent serve au financement d'une activité. Alors, financer une activité, ce n'était pas très simple, très clair. Vous pouvez penser qu'on mettait de l'argent à disposition d'une entreprise, c'était financer une activité. Eh bien, dans la loi de finances rectificative, il faut financer des investissements durables. Autrement dit, il faut que les sommes que l'on utilise financent des immobilisations. Troisième observation, toujours dans la loi, c'est combien de temps doit-on conserver les investissements qu'on a fait de nature économique? Eh bien, de manière assez surprenante, et c'est très favorable, ce n'est que de 12 mois. Donc on a investi dans l'économie pour 12 mois et ensuite on n'est pas obligé de maintenir. Donc voilà les quelques observations que l'on a. Et puis une troisième remarque qui est très importante, plutôt pour vous, et qui s'applique dès 2016, celle-là, c'est la fameuse plus-value en report d'imposition. Comment va-t-elle être imposée quand le report tombera? Il faut se souvenir qu'on avait des taux proportionnels et des taux progressifs. Il faut penser que peut-être on peut revenir à un taux proportionnel. J'allais même dire probablement. Et donc, le législateur a retenu comme mesure qu'en cas de report d'imposition, il ne s'agit plus seulement d'un report de l'assiette, mais qu'il s'agit aussi d'un report du taux d'imposition. C'est la première fois depuis que je fais de la fiscalité qu'on a un report d'imposition qui déroge du principe du report simple de l'assiette. Jusqu'à ce jour, on avait un report, on disait j'ai une plus-value de 100, elle est reportée, je ne sais pas comment elle sera imposée. Et bien maintenant, je sais, au moment de l'échange, je détermine l'assiette,
plus-value 1 million, regardons les abattements, par exemple 50%, donc je reporte 500 000. Et je me dis, ces 500 000, ils sont imposables à quel taux si je les vendais aujourd'hui, puisque je les ai apportés. Et évidemment, je regarde la grille, à 500 000, je suis à 45%. Eh bien, je sais que quand le report tombera, eh bien, cette plus-value de 500 000 sera taxée autour de 45%, plus les prélèvements sociaux de l'année d'échange, c'est-à-dire de 15 ans. C'est une modification qui s'applique à compter de 2016. Et tous ceux et celles qui ont voulu anticiper le retour au taux proportionnel, parce que ça s'est développé, on avait regardé ce qui va se passer, la plus-value au taux progressif avec abattement, c'est une catastrophe, on ne peut pas la suivre, l'administration a des difficultés. Donc ce qui serait bien, c'est de faire un apport avec un abattement, et puis ensuite d'être taxé au taux proportionnel. Eh bien, ce qui a été fait dans cet esprit en 2016 n'a aucune portée, puisque le texte veut dire que ce sera le taux. On a donc peut-être fait quelques bêtises en faisant cette spéculation. Et puis ensuite, vous avez, ayant déterminé ce taux, vous avez une disposition, petit rappel, quand on avait des plus-values en report d'imposition qui avaient été déterminées sans abattement, avant 2000 en particulier, et qui seraient aujourd'hui, en cas de cession soumis au taux progressif, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'on ne pouvait pas taxer ces plus-values sans tenir compte sous une forme ou sous une autre de l'effet du temps. Eh bien, il y a une disposition qui dit que pour calculer la plus-value imposable, il faudra tenir compte du coefficient d'érosion monétaire depuis la période de conversion jusqu'à la période de cession. Voilà les quelques observations que l'on pouvait faire sur cette plus-value d'apport. C'est un vrai sujet, c'est un vrai chantier qui concerne évidemment tous les experts comptables qui ont fait de telles opérations. Voilà ce que l'on peut dire sur ces plus-values. Et j'en arrive, pour terminer, les particuliers, à l'ISF. Et dans l'ISF, on a quelques mesures, et notamment une mesure dite anti-abus. La mesure anti-abus, c'est que vous savez qu'il existe en matière d'ISF un plafonnement. Et ce plafonnement il est de 75% du montant des revenus de l'année qui précède, mais le 75%, ce n'est pas le plafonnement de l'ISF, c'est le plafonnement de la totalité des impositions. Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et l'ISF ne peut pas dépasser 75% des revenus du contribuable. Pour utiliser au mieux le plafonnement d'ISF, que faut-il faire? C'est très simple, ne pas avoir de revenus. C'est pas compliqué. Alors, quelquefois, on peut ne pas avoir de revenus et avoir des ressources. C'est mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser son capital. Et quelquefois des emprunts. Vous l'avez fait 100 fois. Quand on a un compte courant dans une société soumise à l'IS, on ne prend pas de rémunération, mais on prend du compte courant. Le jour où vous avez fait une option pour l'IS, une société civile immobilière, vous avez en contrepartie un compte courant qui va vous dégager des ressources sans revenus pendant de nombreuses années. Bien. Eh bien, comment on peut utiliser le mécanisme de limitation des revenus? Ça s'appelle la société à l'IS, qu'on va appeler la société holding à caractère patrimonial. L'année dernière, au mois de septembre, pour celles et ceux qui lisent un journal du mercredi, on peut constater qu'il y avait les 50 plus grosses fortunes qui bénéficiaient du plafonnement de vigueur, dont le coût était d'1 milliard d'euros. Et pour ceux qui n'avaient pas tout à fait compris ce que disait le journaliste, il avait fait un gros titre. Il avait dit « Le plafonnement de François Hollande est plus efficace que le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy ». Évidemment, quand vous lisez ça un mercredi, vous vous dites de la prochaine loi de finances, il y aura quelque chose qui ou bien interrompra ce dispositif, ou pour le moins donnera l'impression de l'interrompre. Et donc on va se poser la question, est-ce que c'est une interruption ou
impression d'interruption. Je vais vous démontrer que c'est une présentation, une tendance. Pourquoi? Parce que le texte nous dit une chose, mesure anti-abus, l'administration pourra considérer, dans l'hypothèse où elle constatera, où elle appréciera, que la constitution de la société holding avait pour but principal de pouvoir bénéficier au mieux du plafonnement d'ISF, elle pourra écarter cette société holding pour prendre, non pas dans les revenus imposables, mais dans les revenus de référence pour apprécier le plafonnement, des ressources qui ont été localisées, encapsulées, comme on dit aujourd'hui, dans la société holding. Voilà ce que dit le texte. Alors, évidemment, je traduis. Ça ne peut se passer que dans le cadre d'une procédure. Ce n'est pas un texte automatique. Donc il faut d'abord que l'administration dise au contribuable, vous avez constitué la holding dans un but principal, et le contribuable va dire, ce n'était pas un but principal. Et comme il y aura débat sur le caractère principal ou non, le contribuable pourra demander l'avis du comité de l'abus de droit fiscal, non pas pour dire qu'il avait commis un abus de droit, ce qui est là que chacun comprend la différence, mais tout simplement pour définir ce qui est principal ou pas principal. Et dans cette mesure dite anti-abus, il n'y a évidemment pas les pénalités de 80% qui seraient attachées à l'abus de droit. Voilà, et ça s'applique au 1er janvier 2017 pour les ISF à compter de cette date, ce qui ne veut pas dire la constitution des holdings à compter de cette date, hein, c'est très différent. Mais si vous pensez que l'ISF va disparaître, eh bien, ça ne durera pas très longtemps. Bien, alors ensuite, il y a deux petites mesurettes en matière d'ISF qui sont deux précisions. La première précision qui est importante, mais qui ne remet pas en cause ce que l'administration fiscale disait, c'est notamment est-ce qu'on peut considérer que des biens détenus par des sociétés filiales qui ne sont pas affectés à l'activité sont des biens qui ne sont pas exonérés comme biens professionnels. C'est ce qu'a toujours dit l'administration fiscale. La Cour de cassation avait été plus modérée, plus modeste. Il faut juste apprécier cette condition dans la société pour laquelle on a le caractère de bien professionnel. Et l'administration a fait prendre, valider sa jurisprudence, sa doctrine, par ces dispositifs. Et puis il y avait une question concernant l'exonération des 3/4 concernant les titres détenus par des mandataires sociaux ou des salariés sous condition de s'engager à les conserver pendant 6 ans. On ne savait pas très précisément quelles étaient les conditions au regard de l'activité, la nature de l'activité, et le législateur a précisé qu'il fallait que cette activité donne lieu à une rémunération normale, qu'elle soit réellement exercée, rémunération normale représentant plus de 50% du montant des revenus professionnels. Voilà les deux textes d'impôt sur la fortune. Je passe sur les droits d'enregistrement. Vous verrez une petite mesure mesquine sur les 610 € qui sont perdus pour les donations-successions pour les familles à compter du 3e enfant. Je passe. Et j'en arrive à l'entreprise. Et dans l'entreprise, on va commencer par rappeler les seuils d'imposition des très petites entreprises, le micro, le réel simplifié, pour indiquer que ces seuils ont augmenté de quelques centaines d'euros, mais surtout pour rappeler que dans le passé, on faisait une actualisation annuelle de ces seuils et qu'on avait décidé il y a 3 ans qu'on ferait désormais une actualisation triennale et on est dans l'actualité triennale. Voilà. Donc, pas d'autres commentaires particuliers, sauf peut-être un qui est en gras sur les transparents, c'est que dans la loi de finances, on précise que les lois en meublé occasionnels relèvent désormais de la catégorie des BIC. Vous savez que pour l'heure, on avait, pour qualifier BIC une activité de location meublée, il fallait que ce soit une activité habituelle. Simplement, l'habitude était déterminée par le Conseil d'État, et l'habitude était souvent réunie un mois et demi par an, pendant 3 ans de suite. Le Conseil d'État avait dit c'est habituel, c'est donc du BIC. Simplement, aujourd'hui, tout est BIC, même la location occasionnelle. Vous voyez bien ce à quoi on fait allusion dans ce texte. Ça fait allusion à toutes les
activités de location qu'un particulier peut avoir sur la toile, en mettant en location son appartement, sa résidence secondaire, ses résidences de vacances, sa voiture, et ça c'est pas la location meublée, peut-être même son chien. Eh bien, on a une disposition qui consiste à dire désormais, d'une part, la location meublée occasionnelle, c'est BIC, donc vous serez dans le micro-BIC, je vais revenir au milieu. Mais d'autre part, et je fais une petite avancée sur le contrôle fiscal, les plateformes Internet devront aujourd'hui informer non seulement l'utilisateur, c'est-à-dire vous et moi, c'était déjà le cas, puisqu'il devait nous indiquer quel était notre régime social et fiscal, mais aussi l'administration fiscale. Et un sénateur a même pensé que peut-être on pourrait faire de la déclaration pré-remplie à partir de l'information donnée par le site Internet. Donc si vous voulez plus donner en location en déclarant, il faut juste le faire à votre voisin et plus le mettre sur le site. Sinon, il faudra déclarer. Ensuite, alors maintenant qu'on parle du micro, ça me permet de faire quelques informations sur cette question de la location meublée qui est toujours compliquée. Parce que si je fais de la location meublée, je suis dans l'activité de prestation de service, c'est-à-dire dans les seuils de 33 000. Et avec un taux, si je suis au micro, de charge de 50%. Mais si je faisais de la location à caractère hôtelier, alors là je suis dans le seuil de la fourniture de logement qui est de 82 800 et avec un taux de charge de 72%. Donc vous voyez déjà la distinction entre les catégories. On est dans les BIC dans toutes circonstances, mais déjà on n'est pas sûr du bon seuil. Qu'est-ce que c'est qu'une location hôtelière? C'est 3 des prestations sur 4, c'est-à-dire recevoir, c'est-à-dire faire le ménage, c'est-à-dire le petit déjeuner, et c'est-à-dire la fourniture des draps. Eh bien, moi je ne sais pas, quand je donne en location le week-end la maison, si je remplis 3 des 4 prestations, ou je remplis pas 3. Vous voyez, quand on pense que c'est simple, au contraire, c'est quelquefois assez compliqué. Et puisqu'on vient de parler de ça, je me permets de faire un lien avec ce qu'on dit tout à l'heure sur le réinvestissement économique dans les reports d'imposition, pour indiquer que le réinvestissement dans la location meublée, professionnelle ou pas, n'est pas un investissement économique, alors qu'un réinvestissement dans une location hôtelière est un investissement économique. La différence est ténue. Comme on vous a dit tout à l'heure, que le réinvestissement économique, on doit le garder au moins 12 mois, on voit qu'il y a des perspectives que je ne vais pas ouvrir devant vous, je vous laisse penser un peu d'hôtelier avant de faire du meublé. Donc voilà les quelques observations que l'on peut faire. Ensuite, nous avons une réforme qui est celle du taux de l'impôt sur les sociétés. Le taux de l'impôt sur les sociétés à objectif 2020 sera pour toutes les sociétés de 28%. Mais on y arrive progressivement. On y arrive progressivement en faisant bénéficier ce taux dès 2007 à des sociétés PME et en 2018 à des sociétés, mais dans la limite, aux sociétés dans la limite de 50 000 euros. Un petit point sur les fameuses sociétés PME pour 2017, pour 2018, on aura le temps de voir, ce n'est pas utile de se précipiter. Pour 2017, vous avez, je rappelle, 2 catégories de PME. La PME petit modèle, c'est la PME qui a un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000, dont le capital est détenu directement et indirectement par des personnes physiques à 75% au moins, et qui bénéficie de taux de 15%. Eh bien, cette PME, elle va d'abord avoir 15% sur 38 120, et puis elle va avoir 28% entre 30 120 et 75 000. Puis vous avez la PME communautaire. PME communautaire, c'est une autre PME, elle est plus grande, elle a 50 millions de chiffre d'affaires, 43 000 ans.
Et puis, c'est une entreprise. Petite question sur laquelle j'attire votre attention. Est-ce que la PME petit modèle est nécessairement une entreprise, alors que la grand modèle est une entreprise, parce que ça correspond à la définition communautaire. Mais la PME petit modèle n'est pas nécessairement une entreprise. Parce que le texte qui prévoit le 15%, il vous dit que c'est une société soumise à l'IS, de plein droit ou par option, dont le capital est détenu par des personnes physiques pour eux. Et donc, vous pouvez, à juste titre, mettre du 15% sur des sociétés civiles immobilières qui ont été pour l'IS, parce qu'elles répondent aux critères. Est-ce que pour autant, ces sociétés civiles immobilières sont des entreprises? Je ne pense pas. Parce qu'elles n'ont pas d'activité d'entreprise, une activité civile. Et donc, ces sociétés civiles immobilières qui peuvent avoir le 15, il ne me paraît pas évident qu'ils puissent avoir le 28. Parce qu'elles ne répondent pas à la définition communautaire. Petite observation que l'on pouvait faire. Donc, ensuite, vous avez, pour les grandes entreprises, je passe un peu parce que c'est plus de 150 millions de chiffre d'affaires, j'oublie cet acompte du dernier acompte pour accélérer le recouvrement. Un point un peu technique qui concerne peu d'entre vous, d'ailleurs je l'espère pour vous, c'est les modalités de prise en compte des abandons de créances pour appliquer le plafonnement de l'imputation des déficits à 1 million plus 50% du montant du bénéfice. Vous savez qu'on a un texte en matière d'imputation des déficits à l'IS qui consiste à dire, 1, qu'on peut les reporter de manière illimitée, et que 2, on peut le reporter dans la limite de 1 million d'euros plus 50% de l'excédent. Et en report en arrière, comme vous le savez, on peut le reporter que dans la limite de 1 million d'euros. La question qui a été posée, c'était ce million d'euros, on peut le majorer du montant des abandons de créances que les sociétés se sont consenties. Le texte n'était pas précis, puisqu'il laissait penser qu'on pouvait en même temps tenir compte de l'abandon de créances dans les résultats de la société qui l'avait consenti, et en même temps d'en tenir compte dans les résultats de la société qui en avait bénéficié. Pour éviter ce conflit, le législateur a prévu désormais qu'on tient compte des abandons de créances uniquement dans les résultats de la société qui en a bénéficié, ce qui d'ailleurs est de bon sens, d'ailleurs ce que disait l'administration, parce que ces résultats dans la société qui en a bénéficié ont été améliorés du montant des 10 abandons de créances, puisqu'ils ont été imposables. Alors que dans la société qui les a abandonnés, peut-être qu'ils ont été imposés, peut-être ont-ils été déduits, ça dépend de leur caractère commercial ou financier. Si on avait un moment, je vous dirais qu'il faut être attentif à la chose suivante. Dans le passé, on ne s'intéressait qu'à la question de savoir si au moment où on abandonnait la créance, la situation de la société était en difficulté et si elle avait perdu une situation nette négative. On ne s'intéressait pratiquement qu'à ce montant. Désormais, l'administration raisonne un peu différemment et le Conseil d'État aussi. Il s'interroge pour savoir si l'abandon de créance, pour qu'il soit déductible, il était normal qu'il soit consenti. Je rappelle qu'un abandon de créance, c'est quoi? C'est une perte volontaire. Et donc, l'administration vous demande pourquoi vous avez volontairement consenti la perte. Et elle vous dit quelle est, pour vous, la contrepartie à cette décision. Et c'est beaucoup plus difficile de montrer la contrepartie de cette décision volontaire d'abandon, parce que quelquefois elle vous dit « Ah, si vous aviez perdu la créance, je ne vous aurais rien dit, mais comme vous l'avez abandonnée, eh bien, je vous n'admets pas la déduction. » C'est compliqué, et vous avez le Conseil d'État qui a été amené à traiter d'un sujet qui est celui-ci, un abandon de créance consenti d'une mère à une fille pour 1,4 million. A priori, ça ne posait de problème à personne, sauf qu'on a dit, mais pourquoi vous avez abandonné la créance de 1,4 million? Réponse, parce que je pensais devoir faire des affaires avec la société filiale, puisque je voulais dire qu'elle était commerciale. Eh bien, et combien? 400 000 euros. Eh bien, la contrepartie de 400 000 euros pour une avance de 1,4 million,
ce n'est pas une contrepartie qui qualifie de normale l'opération. Donc la référence n'a pas été déductible. Il faut faire attention à cette évolution. Il faut se placer en amont, au moment de la décision d'abandon, quelles sont les justifications que je pourrais apporter pour justifier de la contrepartie. Les aménagements concernant le régime des sociétés mères et filiales, c'est la suite de l'année dernière. L'année dernière, on avait dit que pour bénéficier du régime des mères et filles, c'est-à-dire avec une détention de 5%, il fallait détenir les titres en pleine propriété ou en nue propriété, puisque le législateur avait ainsi décidé. Et cette année, la question était de savoir si des titres détenus sans droit de vote pouvaient ouvrir droit au régime des sociétés mères et filles, ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel, et le législateur a tiré les conséquences de cette décision pour dire qu'aujourd'hui, eh bien, on n'est pas obligé d'avoir le droit de vote dans la fille pour pouvoir être qualifié de mère.